Bonjour, bonsoir. Donc, pour notre petite conférence, la spirale évolutive et donc toute la dimension de la transformation de l'être qu'on cherche tous à mettre en place dans notre vie, évidemment, à mesure que l'on progresse dans la vie, bien évidemment, il est naturel que chacun de nous puissions nous observer et constater qu'à travers le temps, bien évidemment, il y a des transformations qui se font dans la vie. Concrètement, évidemment, on l'observe actuellement dans la vie, il y a des transformations qui se font. Et puis, évidemment, dans la vie intérieure, évidemment, il y a aussi des transformations qui se font. Alors, on me dit que le son n'est pas très élevé, donc s'il y a d'autres gens qui pensent cela, ben, faites-moi signe et on pourra regarder ce qui est possible. Mais actuellement, moi, j'ai mis le son au maximum. Alors, voilà. Donc, évidemment, si vous avez un son qui n'est pas très fort, bien évidemment, augmentez vous-même aussi votre son. Et s'il y a d'autres gens qui ont des problèmes de son, bien, vous me le faites savoir. Puis, comme je disais, je vais essayer d'intervenir à ce sujet-là. Euh, mais c'est ça. Donc, pour Claire, c'est ça. Alors, donc, on est tous donc appelés à effectuer des transformations autour de soi. Ça paraît pas physiquement. On ne va pas nécessairement constater que quand on regarde quelqu'un, que c'est écrit sur son fond, je me suis transformé. Donc, ça veut donc dire finalement que la transformation, euh, les premiers éléments de transformation chez un être humain commencent par son monde intérieur. Et son monde intérieur, bien évidemment, on a, on est tous dans un objectif, à quelque part, de préserver ce monde intérieur-là fréquemment. Pourquoi? Parce que le monde humain, tel qu'il existe, ben, on ne valorise pas tellement la notion de l'échange, c'est-à-dire de prendre le temps de s'asseoir avec quelqu'un et qu'on prenne le temps d'écouter l'autre personne. C'est pas quelque chose de naturel, malheureusement, aujourd'hui. On constate que les gens sont souvent à la recherche de bonjour, comment ça va, puis ça s'arrête là, puis on continue notre chemin. On ne veut pas nécessairement cette notion de partage plus profond qui permette donc justement à un individu d'actualiser où est-ce qu'il en est vraiment, puis vers quoi il veut tendre finalement. C'est pas quelque chose qu'on peut partager avec tout le monde. Et des fois, on peut difficilement le partager aussi, puisque ça demande évidemment du temps, ça demande évidemment de la bienveillance, ça demande plein d'éléments dont, et actuellement, dans la société dans laquelle on est, ben, il y a beaucoup de tension, beaucoup de pression, beaucoup d'impatience aussi chez les gens, et puis beaucoup de jugement. Puis ça, c'est quelque chose que je ne pense pas étonner personne en disant ça. On vit dans une époque où les gens ont tendance à choisir leur camp, comme on dit. Alors, c'est certain que dans cette idée de la transformation, c'est pas tellement dans choisir son camp. Se transformer, c'est pas choisir un camp, c'est plutôt d'être à l'écoute de soi. Et ce travail qui est à l'écoute de soi ne nous amène pas vers l'autre, il nous amène vers soi-même. Et c'est pour ça que la transformation n'est pas si facile que ça, parce que cette capacité que j'ai de m'écouter moi intérieurement n'implique pas quelque part que l'autre qui est à côté de moi va me dire c'est bien ce que tu fais. Ça implique que moi, je sois capable de me le dire, que c'est bien ce que je suis en train de faire. Donc, ça demande évidemment donc une forme d'introspection intérieure, une attention finalement régulière de soi pour être capable de s'accompagner dans le processus de transformation. Sinon, on devient finalement désireux à quelque part de répondre aux attentes extérieures. Et quand on est dans ce mode de fonctionnement-là, ben, on s'éloigne de notre centre intérieur. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Bien, évidemment, c'est de vous faire part un petit peu. Moi, ça fait quand même plusieurs années que j'accompagne des gens, tant pour des problématiques de santé que des problématiques de psycho-émotionnelles ou pas mal tous les types de problématiques que j'ai rencontrées. Moi, j'ai pas de j'aime justement la diversité, puis j'aime quelque part avoir cette capacité donc de m'ouvrir à toutes les possibilités, à tous les types d'interventions possibles. Donc, je me suis toujours intéressé donc à l'être humain dans sa globalité, tant au niveau de la santé physique qu'une santé plus spirituelle, par exemple. Et évidemment, donc, je vais vous faire part un petit peu de moi, ce que j'ai pu observer à travers cette idée de la transformation, puisqu'évidemment, euh, comment se manifeste cette transformation-là finalement. C'est-à-dire que quand moi je nais sur Terre, j'arrive avec un bagage d'informations dont je ne suis pas conscient. C'est-à-dire que j'arrive sur Terre et je me retrouve à développer un être que je découvre. C'est-à-dire que moi, Sylvain, ben, je suis arrivé sur Terre, j'avais pas défini consciemment du moins qu'est-ce que j'allais être. Puis à mesure que je me suis développé, ben, j'ai constaté que j'avais des appréhensions, j'avais des facilités, j'avais des difficultés. Bon, comme tout être humain, j'ai dû à quelque part reconnaître, accueillir les forces qui étaient en moi et constater que j'avais peut-être des faiblesses. Et que finalement, c'était l'idée de l'équilibre de ma vie, c'était de parvenir à gérer ces aspects-là de moi-même pour trouver un équilibre dans ma propre vie, comme chacun d'entre nous. Hein, c'est ça, quelque part, à laquelle on est tous confrontés. Et puis, quand j'ai commencé à faire des pratiques intuitives, bien évidemment,
la première chose que j'ai constatée, c'est que chacun d'entre nous, dans notre champ d'énergie, il y a un ensemble d'informations qui se retrouvent là. Il y a le secteur santé, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, on va plus regarder l'aspect transformation. Mais évidemment, la santé, qu'est-ce que c'est? Mais c'est les cellules de mon corps qui rayonnent de la lumière ou pas. Donc ça, c'est le facteur santé. Évidemment, dans cette lumière-là, qui est émise ou pas, il y a donc de l'information psycho-émotionnelle qu'on va retrouver. Cette information psycho-émotionnelle, lorsqu'elle est en fluidité avec moi, qu'elle est en harmonie avec moi, ben, on n'en fait pas un plat, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement intégrée. Donc, c'est une énergie qui nous soutient, qui nous supporte, qui me facilite la tâche. C'est-à-dire que je me sens soutenu par cette émotion-là, par ces énergies-là. Donc, c'est plus facile pour moi d'affirmer qui je suis à travers cela. Et c'est comme ça que je peux plus facilement envisager l'évolution. L'évolution, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai de reconnaître que je suis rendu à une certaine étape de ma vie et que je peux progresser, cheminer, évoluer, augmenter mes compétences parce que justement, ces énergies, ces émotions qui sont en moi, qui sont en accord avec moi, ben, me soutiennent, me supportent et font que je peux donc envisager cet épanouissement que je recherche. Donc ça, c'est vraiment l'aspect évolutif qui se manifeste naturellement de cette façon-là. Sauf qu'évidemment, une des choses que j'ai beaucoup observées dans ma pratique, c'est que lorsque les gens viennent me voir, bien souvent, c'est des gens qui ont des problématiques X, Y ou Z. Et ces problématiques vont se manifester dans leur champ énergétique comme étant des conflits. Alors, c'est des conflits qui sont plus ou moins importants, mais ces conflits sont comme des informations, un peu comme, par exemple, je vous donne un exemple, je porte en moi l'enfant de 8 ans qui se sent victime, mais cet enfant de 8 ans qui se sent victime, ben, quelque part, il est en conflit avec moi. Il est en conflit avec moi parce que moi, ben, je me sens pas nécessairement comme une victime. J'essaie même de montrer à tout le monde que je suis pas une victime, mais finalement, au fond de moi, j'ai la blessure de victime que je porte en moi. Donc, à quelque part, je suis en conflit avec quelque chose avec lequel je ne suis pas en paix, avec lequel je ne suis pas en harmonie. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cette logique-là, c'est que dès que j'interviens envers moi-même dans mon monde intérieur, c'est donc pas visible, hein, dans mon monde intérieur, quand je suis dans une position conflictuelle avec ma personne, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce conflit-là va faire que cette énergie avec laquelle je suis en conflit, ben, je vais devoir mettre beaucoup d'énergie pour essayer de la contrôler, essayer de la dominer, en fin de compte, pour pas qu'elle prenne trop de place dans mon être, parce que je me sens pas à l'aise avec elle. Hein. Et en faisant ça, bien évidemment, je vais comme engrosser, pourrait-on dire, cette énergie-là, la rendre encore plus forte, plus puissante. Et cette énergie, elle va devenir de plus en plus figée en dedans de moi. Parce que moins je cherche à m'harmoniser à elle, plus elle devient quelque part figée dans son expérience. Ainsi, je me suis senti victime à l'âge de 8 ans. Ben, cette victimisation-là, quelque part, plus je la rejette, mais plus elle va être renforcée. Parce que l'enfant de 8 ans qui est en moi va avoir l'impression que je le rejette. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je vous dis parce que ça veut donc dire, mais oui, mais l'enfant de 8 ans, moi j'ai plus 8 ans, comment l'enfant peut être encore présent en moi? C'est une empreinte mémorielle. C'est-à-dire que dans mon propre champ énergétique, je porte en moi mon passé, mon présent et mon futur, pourrait-on dire ça comme cela, et que tant et longtemps que je suis en conflit avec une expérience de mon passé, ben, ce conflit-là, quelque part, va donc finalement se demeurer présent en moi, actif, et générer de l'énergie. Et comme on sait quelque part le principe de la loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que quand moi, je porte en moi une blessure, comme par exemple la blessure de victime, et que cette blessure de victime, elle est en mon champ énergétique, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand je sors dans la vie, hein, quand je rentre dans le monde social, ben, je me retrouve avec des gens qui vont vibrer, ils vont résonner avec le champ d'expérience de ma blessure. Donc, sans que je le veuille, même si moi je ne veux pas que cette victime en moi existe, ben cette victime-là, elle va résonner, elle va mettre une fréquence qui va générer donc des relations avec des gens qui vont résonner avec moi au niveau de cette victime-là. Donc, c'est là qu'on commence à comprendre évidemment ce concept de répétition qui va se manifester tout doucement. Les répétitions, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que sans le vouloir, je vais répéter des expériences que je n'ai pas envie de vivre. C'est-à-dire que la victimisation, par exemple, ben, je vais la revivre parce que quelque part, les mémoires qui figent en moi, ben, elle va attirer vers moi des gens qui vont résonner avec et il va donc y avoir une espèce de répétition, 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 programmation qui va se répéter, 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 tant longtemps finalement que je ne devienne pas conscient de cette mémoire-là, que je ne commence pas à comprendre à quelque part qu'il y a en moi une expérience de victime. Et la beauté de la vie, c'est que la loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? C'est comme une répétition. Hein, je peux vivre une expérience de victimisation une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, puis peut-être à la 12e fois, peut-être même à la 19e fois, je vais peut-être commencer à me dire, hey, il y a quelque chose qui ne marche pas là.
il me semble que je revis toujours la même chose, que le thème de victime ressort à chaque fois et qu'après la 19e fois, mais ça commence à me faire vraiment mal, puis je commence à être vraiment fatigué, lassé, hein, d'être confronté aux mêmes expériences émotionnelles. C'est là quelque part qu'on comprend que, d'une certaine façon, cette notion d'attraction, ben, me permet à moi de rendre conscient quelque chose que je ne voulais pas conscientiser parce que quelque part, ça faisait pas mon affaire. Et comme l'expérience de répétition me permet d'apprivoiser malgré moi la charge émotionnelle de l'expérience que je ne souhaitais pas intégrer, ben, je me trouve finalement confronté à devoir porter un regard sur elle et de me rendre compte qu'elle a peut-être un message, cette émotion-là. Et ça, c'est un élément important. Quand on pense à des émotions, par exemple, négatives, comme pour nous, la mémoire de l'expérience de victime est une expérience qu'on perçoit négativement, ben, quelque part, on ne va pas envisager l'idée que l'émotion de victime puisse être positive, qu'elle puisse peut-être même être évolutive pour moi. Et bien sûr qu'elle l'est, parce que quelque part, on doit comprendre que l'émotion qui est en moi, pourquoi j'ai une émotion en moi? C'est que l'émotion me transmet de l'information. Elle est là pour me dire quelque chose. Alors, si je l'ai refusée à l'âge de 8 ans, c'est peut-être parce que j'avais peut-être pas la maturité requise pour y faire face. Il n'y a pas une question de jugement là-dedans, c'est une question simplement de constat. C'est qu'à 8 ans, ben, j'ai pas vécu, j'ai pas été capable de faire face à cette expérience-là. Et peut-être que beaucoup, beaucoup plus tard dans ma vie, je vais être capable d'y faire face. Donc, pour moi, il n'y a pas de jugement là-dedans, il y a simplement une reconnaissance d'une réalité. C'est que quelquefois, on peut prendre beaucoup, beaucoup d'années avant d'apprivoiser une expérience, alors que d'autres vont le faire beaucoup plus rapidement. Puis c'est pas une question, encore là, de t'es meilleur comme moi ou je ne sais quoi. C'est simplement une question, quelque part, qu'on a apporté chacun notre croix. Je dis ça de cette façon-là, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure image, mais porter sa croix dans le sens de porter qu'on a tous des expériences à quelque part à vivre et à apprivoiser à notre façon, et à notre manière, puis que plus on apprend à le faire, bien, plus on est en mesure, donc, d'arriver à une certaine puissance intérieure pour se dire, OK, là, je me sens assez mature, assez fort intérieurement, pour être capable d'accueillir la charge émotionnelle de victime qui est en moi, être capable de l'entendre, me dire qu'est-ce qu'elle a à me dire. Alors, c'est intéressant cette idée d'être assez fort. Ça veut donc dire que finalement, dans le processus de la transformation, il y a une question de maturité pour arriver à être assez solide intérieurement, pour être capable d'accueillir quelque chose en moi qui, finalement, m'a fait souffrir pendant un certain laps de temps et que je ne me sentais pas capable d'accueillir en moi parce qu'elle prenait trop de place, cette émotion-là, puis elle m'aurait détruite en quelque sorte. Donc, il a fallu que je mature, que je me développe, sans que ça paraisse trop, en fin de compte, même pour moi, pour arriver à me dire, ah, mais tiens, là, je me sens capable d'y faire face à cette émotion-là. Je suis capable de la regarder dans les yeux et je suis capable de l'entendre, de l'écouter et de l'accueillir. Et quand on arrive à cette étape-là, c'est là qu'on commence à comprendre que la charge émotionnelle est une messagère et que la messagère, ben, elle n'est pas là pour me dire je vais te détruire, elle est plutôt là pour quelque part transmettre une information. Sauf que quand on n'a pas la maturité requise pour reconnaître ça, ben, on va voir l'émotion souvent comme un monstre, comme quelque chose de destructeur, comme quelque chose qui veut nous faire du mal, parce qu'on n'a pas la maturité pour être capable d'y faire face, puis être capable donc de l'écouter objectivement. Hein, c'est comme le concept de tomber amoureux. Hein, émotionnellement parlant, quand on est face à une émotion, on va souvent tomber. Tomber pas, non seulement tomber amoureux, mais tomber parce qu'on n'a pas la force d'y faire face. On va s'effondrer devant elle. Et parce qu'on s'effondre devant elle, l'émotion prend un pouvoir important. Et c'est là qu'on a l'impression que l'émotion, elle est méchante. Alors que l'émotion n'est pas méchante, elle est simplement dans une position où, comme on s'est effondré, ben, elle apparaît comme étant une puissance qui pourrait nous faire du mal. Alors que finalement, c'est nous qui ne nous trouvons pas dans une position de grandeur par rapport à elle. Et c'est ce qui va engendrer justement le principe donc de la répétition. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à tout ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, des interactions que vous voulez faire avec moi, de passer par le chat ou encore de me faire un signe de la main pour passer par la vidéo ou l'audio comme vous le souhaitez. Donc ça, c'était le premier chapitre que j'avais envie donc de vous parler de ça. C'est que c'est une chose que moi j'ai beaucoup observé que en tant que dans les pratiques chamaniques, on parle beaucoup de ça, cette position de verticalité, hein, qui est un peu reliée à l'ancrage. Quand je me sens fort, ben, je me sens capable de m'assumer devant quelque chose. Alors, tant et longtemps que je ne me sens pas fort, ben, je ne suis pas capable de faire face, de m'assumer justement devant quelque chose. Alors, le quelque chose peut être un être humain, mais ça peut être aussi une dynamique intérieure, donc une émotion qui est en moi, avec laquelle je ne suis pas à l'aise de faire face parce que je ne me sens pas simplement fort. Donc, c'est pour ça que la pratique de l'ancrage est une pratique qui a été souvent valorisée énormément par le chamanisme
pour la simple raison qu'il nous enseigne finalement à nous rappeler que la verticalité, elle se développe. Elle se développe comment? En reconnaissant qu'on n'est pas seul au monde, que la Terre produit un champ électromagnétique, que le ciel produit un champ cosmique et que les deux énergies vont nous permettre de circuler à travers moi pour me soutenir, me soutenir, me renforcer intérieurement, puis être capable donc de finalement faire face à ma vie. C'est ça, quelque part, qu'on doit se rappeler de ça. Et c'est pourquoi c'est une pratique si intéressante et si valable que j'encourage si fréquemment dans mes enseignements. Il y a Louise qui me pose une question. Comment pouvons-nous nous conscientiser devant une charge émotionnelle à laquelle nous devons faire face? Comment pouvons-nous nous conscientiser devant une charge émotionnelle? En fin de compte, ça arrive un petit peu en avance par rapport à ce thème-là. Mais en fin de compte, quand on réfléchit à cette question-là quelque part, l'idée, c'est que moi, je porte en moi de la vie. Alors, on pourrait dire ma vie se limite ici, mais on sait aujourd'hui que la vie n'est plus juste dans la tête, elle est dans le cœur, elle est dans le ventre. Puis en même temps, la physique quantique a bien mis en évidence l'idée que ma conscience, elle est partout. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que si moi, je veux devenir conscient d'une charge émotionnelle à laquelle je dois faire face, je dois apprendre à faire un scan intérieur, c'est-à-dire de porter mon attention vers la globalité de mon corps pour reconnaître que dans mon corps, il peut y avoir des zones de tension, des zones de friction, des zones à quelque part de désaccord, etc. Comment je vais faire ça? La pratique de l'ancrage est une des très belles façons qui est proposée au départ, du moins, puisque la pratique d'ancrage est comme une méditation active, dans lesquels j'apprends à reconnaître que l'énergie de la Terre circule dans mes pieds pour remonter jusqu'à mon cœur. En faisant ça, qu'est-ce que je fais? Si je le fais adéquatement, ma conscience va accompagner l'énergie de la Terre qui va se propager dans mes pieds pour remonter jusqu'à mon cœur. Et si j'accompagne le mouvement, je vais découvrir que cette présence va me permettre de faire un genre d'évaluation de comment l'énergie circule dans mon corps. Si cette énergie, elle est fluide et harmonieuse, elle indique deux choses. Elle indique donc un potentiel santé intéressant, un bon potentiel santé, mais elle m'indique aussi une bonne fluidité des informations psycho-émotionnelles qui m'habitent. Par exemple, si moi je suis en conflit avec moi-même, on ne peut pas envisager que je sois en conflit avec moi-même et que la circulation énergétique puisse être fluide et harmonieuse. Le conflit va générer inévitablement des réactions énergétiques qui vont faire que la fluidité qui aurait pu être présente va être moins fluide et moins harmonieuse. Donc, on comprend évidemment que l'aspect santé et l'aspect psycho-émotionnel sont deux éléments qui sont vraiment très, très proches l'une de l'autre. C'est pour ça, justement, que dans l'approche, à quelque part, que moi je propose, évidemment, la notion santé physique et énergétique et santé psycho-émotionnelle sont vraiment très reliées, bien qu'on puisse les distinguer. J'aime bien, moi, les distinguer aussi, mais en même temps, on doit reconnaître que, par exemple, si je regarde le foie d'une personne, je peux constater que dans le foie de cette personne-là, il peut y avoir des charges émotionnelles qui peuvent être donc associées à des mémoires provenant de son histoire personnelle, par exemple, ou d'autres vies, des mémoires familiales, etc. Donc, on comprend évidemment que il y a donc plusieurs façons de porter l'attention. Maintenant, comment peut-on conscientiser une charge émotionnelle à laquelle nous devons faire face? C'est le devons faire face qui est intéressant dans ta question, Louise, puisque ça met en évidence cette notion de devons faire face. Pour moi, ça veut dire la maturité. On est rendu là. Alors, quand on est rendu là, on doit simplement être attentif à ce qui se passe dans notre vie. Je te donne un exemple. Ça fait plusieurs semaines que tu constates que tu rencontres des gens qui te mettent en colère, par exemple. Tu pourrais te dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plein d'emmerdeurs dans ma vie, tu vois. Mais si je prends le temps de porter mon attention à l'intérieur de moi-même, je vais peut-être constater que ces situations dans lesquelles je me retrouve régulièrement avec des gens qui viennent générer en moi une certaine émotion, mais si je prends le temps quelque part de porter attention vers l'émotion en question qui est présente en moi, je vais peut-être constater qu'elle va m'indiquer que je suis dans une période de ma vie où je dois apprendre à m'affirmer, par exemple, tu vois. Donc, si on est observateur de notre monde intérieur, observateur de l'interaction qui se vit face au monde extérieur et qu'est-ce que ça génère en nous, souvent, ça va nous donner déjà un indice assez clair de ce sur quoi nous avons à faire face dans notre vie pour apprendre justement à trouver un plus grand équilibre en soi. C'est un peu ça que je te dirais, Louise. Donc, j'espère que je réponds à ta question, mais on va y revenir de toute façon. Ça va être une question fondamentale par rapport au thème de la conférence. Donc, je te remercie de l'avoir posée. Donc, l'autre élément qui est important dans la pratique intuitive, c'est cette notion de mémoire. Ça a toujours été complexe pour moi de comprendre des choses dans le monde intuitif, puisque quand on parle de mémoire, on parle d'un événement passé, comme l'enfant de 8 ans
Moi, j'ai plus 8 ans, donc c'est une mémoire de moi. Mais quand je parle avec l'enfant de 8 ans dans mon monde intérieur, dans le monde psychique, quand je parle à un enfant de 8 ans d'une autre personne aussi dans son monde subtil, je vais constater que l'enfant de 8 ans a une autonomie, une distinction. Il y a vraiment une personnalité. Il y a vraiment, et je ne le contrôle pas. C'est-à-dire que l'enfant a une façon de se communiquer, une façon de s'exprimer, une façon de vivre des choses, une façon de dire des choses, une façon d'être de bonne humeur, de ne pas être de bonne humeur. Il y a vraiment une autonomie vraiment, vraiment importante. Donc, quand on parle donc de cette notion de mémoire, euh, on doit comprendre qu'il y a deux types de mémoire, deux types de conscience dans le monde subtil. Il y a celle qu'on appelle limitative, qui est vraiment reliée à de l'expérience figée. Par exemple, l'enfant de 8 ans qui est convaincu d'avoir été abandonné hier soir, alors que ça s'est passé peut-être 60 ans, par exemple. Mais on comprend évidemment qu'il y a quelque chose, quand je dis que c'est figé, ça veut dire que l'expérience n'a pas maturé. C'est-à-dire qu'il y a un élément de ma conscience qui est resté blessé par une certaine souffrance de mon enfance, par exemple. Alors, c'est là qu'on comprend que quand on reconnaît ça, ben, on doit, quelque part, bien évidemment, aller voir l'enfant, en fin de compte, puis aller de l'écouter, prendre le temps de l'écouter. Parce que si on prend le temps de l'écouter, on va constater une chose, c'est que l'enfant souffre. Et ça, c'est très important de comprendre cette notion de souffrance. Si je vais voir mon enfant de 8 ans qui souffre, ben, je vais prendre le temps de l'écouter, je vais prendre le temps d'entendre sa souffrance et je vais avoir une certaine forme de bienveillance, une forme d'accueil envers elle aussi, ce qui est normal. Maintenant, si on applique ça à d'autres niveaux de conscience, parce que je sais qu'il y a une problématique souvent dans le monde spirituel qui concerne les entités. Par exemple, si moi je communique avec une sorcière, par exemple, du Moyen Âge, qui n'a pas de dents, qui a un œil qui est fermé comme ceci, puis elle me parle comme ça, ben, je vais peut-être la craindre, je vais peut-être avoir un peu l'impression, elle a peut-être une bosse dans le dos en plus, puis je sais pas moi, là, une grenouille à côté d'elle qui fait pas de façon gentille, ben, je vais peut-être avoir une certaine appréhension vis-à-vis de cette énergie-là. Si je prends le temps, en étant témoin, de reconnaître que cette énergie, elle est là pour quelque chose, et si elle est là, c'est qu'elle est présente pour moi. Elle s'est manifestée pour moi. Elle a donc une résonance avec moi. Et cette résonance-là indique bien quelque part qu'il y a donc un flot d'informations possible entre moi et elle. Si moi, je décide de dire non à cette personne-là. Je dis, je ne veux pas communiquer avec toi, tu es méchante, tu n'es pas une bonne personne, tu es une sorcière, etc. Je suis en train de la juger. Et je suis en train d'oublier quelque part la capacité de communication que cette énergie-là génère envers moi. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve dans le monde spirituel d'une façon assez fréquente, c'est-à-dire cette espèce de position dans laquelle on juge l'information qui se manifeste à nous comme étant soit bonne, soit négative. C'est-à-dire des entités positives, des entités négatives. Il y a des mémoires qui sont gentilles, des mémoires qui ne sont pas gentilles. Tu vois, c'est un peu ce concept-là, un peu du bien et du mal. Et je pense qu'encore une fois, si on est dans une position de témoin, ben, on va accueillir toute forme de manifestation, quelle qu'elle soit. Et c'est pas parce qu'elle est belle, la personne, ou qu'elle est plus appropriée, elle est plus juste dans son message que celle qui peut apparaître comme étant négative ou pas belle ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est important de comprendre que finalement, l'énergie limitative, c'est une expérience qui est figée dans une expérience. Alors cette expérience figée va donner l'impression justement du concept de l'entité. Parce que justement, même si c'est un enfant de 6 mois à l'âge de 8 ans, c'est pas une entité, pourrait-on dire, mais en même temps, si elle est figée, elle va se comporter comme une entité, parce qu'elle va se comporter comme une énergie distincte de moi, qui a une pleine autorité sur elle-même et qui ne fait pas ce que moi je veux. Par exemple, d'une certaine façon, je suis possédé par mon enfant de 8 ans, vous voyez? Alors que si on fait référence à une mémoire d'autre vie, qui serait par exemple cette fameuse sorcière, ben, cette fameuse sorcière, si elle est limitative, ben, elle aura un peu le même comportement que l'enfant, c'est-à-dire qu'elle va se comporter en accord avec l'expérience qu'elle a vécue et la souffrance qu'elle a vécue. Alors évidemment, dans ce sens-là, évidemment, si moi je me mets à raisonner contre elle, c'est-à-dire à dire que je l'aime pas parce qu'elle n'est pas belle, puis elle n'a pas l'air gentille, ben je vais la nourrir. Je vais la nourrir de la même façon que je nourris mon enfant intérieur quand je le rejette. Et si je nourris ça, mais ça va faire quoi? Ça va créer ça va faire augmenter quelque part la dissociation. C'est-à-dire que le conflit que j'ai avec l'énergie en question va devenir de plus en plus important. Et plus ça devient important, mais plus quelque part les symptômes, pourrait-on dire, de la dissonance, de la dissociation vont devenir de plus en plus importants. Et que l'énergie qui
comme par exemple cette fameuse sorcière, plus je la rejette, mais plus elle va avoir cette volonté de prendre possession, de prendre pouvoir sur moi. Parce que plus je la rejette, plus je lui donne en quelque sorte de l'énergie pour qu'elle réagisse contre moi. Et c'est là, quelque part, qu'on comprend vraiment de quelle façon qu'on peut sombrer dans des cas psychiatriques, dans les cas de possession aussi, dans tous ces phénomènes-là vont se manifester parce que justement, plus je rejette ma conscience, plus je rejette les manifestations qui sont en moi, plus à quelque part, ben, je me retrouve dans une position où je me sens complètement euh, attaqué de toutes parts. Je me sens quelque part de moins en moins en harmonie avec moi et je suis de plus en plus agressé par tout ce qui m'anime intérieurement. Donc, je suis dans un processus d'autodéfense permanent et je suis jamais en état de repos. Alors, vous comprenez donc dans ce sens-là que l'énergie limitative, on doit bien comprendre sa nature, c'est-à-dire que c'est une mémoire qui est consciente d'elle-même, qui est consciente d'une expérience qu'elle a vécue et qui va le répéter jusqu'à la fin des temps, si on ne lui donne pas l'occasion d'envisager autre chose. Donc, comment peut-on envisager autre chose dans des conditions comme ça? Là, il y a deux éléments fondamentaux, selon moi. Le premier, c'est que je prenne le temps de l'écouter sans le juger. Que si la mémoire, donc de la fameuse sorcière, ben, si je prends le temps de m'asseoir avec elle, puis de l'écouter et de l'écouter me faire part de sa souffrance, de sa douleur, de son expérience, ben, je ne vais pas nécessairement devenir ami avec elle, mais je vais être capable d'accueillir le message qu'elle me donné. Le message, qu'est-ce que c'est? Mais c'est que quand on se sent entendu, bien souvent, on est étonné de constater qu'une énergie qui est entendue, elle devient beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable, et on développe à ce moment-là une relation où on reçoit un message, on reçoit une information qui va nous permettre donc de comprendre le sens, la raison d'être de la manifestation qui est là. Donc ça, c'est une première chose, c'est donc d'accueillir l'idée qu'il y a un messager qui est là et qu'on écoute le message. Ensuite, la deuxième chose qui est vraiment fondamentale par rapport à cette notion de limitation, c'est ce que j'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui, elle, va consister justement à donner à l'énergie en question tout ce dont elle a besoin pour se transformer. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'important de comprendre ça, c'est que si la fameuse sorcière ou l'enfant de 8 ans, j'ai pris le temps de l'écouter, ben déjà, à ce moment-là, il se retrouve dans une position de plus grande ouverture envers moi. Et si ensuite je lui demande qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir mieux, te sentir plus libéré, te sentir plus dégagé, te sentir plus en paix, et que je lui donne, ben l'énergie en question, elle va se transmuter, elle va se transformer. Et si elle se transforme, elle va commencer à me montrer un autre visage de cette énergie-là. C'est-à-dire que l'enfant de 8 ans peut se transformer en un adulte qui est moi-même, qui est en train de me montrer le nouveau comportement que je dois apprendre, que je dois développer. La fameuse sorcière, ben, elle peut quitter mon champ énergétique et ça peut me permettre de me réapproprier quelque part une émotion de honte que j'ai vécue jeune adulte, par exemple. Et ça me permet donc de comprendre finalement que ce qui se manifeste à moi, ben, c'est pas nécessairement quelque chose de figé, justement. C'est quelque chose qui bouge, qui évolue. C'est ça la transformation. C'est qu'on n'est pas dans une situation quelque part où on est face à des êtres humains terrestres physiques. On est dans un monde d'énergie. Et ce monde d'énergie, à mesure qu'on change notre attitude vis-à-vis de lui, il devient à quelque part autre chose que ce qu'on voyait au départ de lui. Et c'est ça qui va nous amener donc progressivement, à mesure qu'on déprogramme l'énergie, à toucher un autre élément vraiment fondamental de ces énergies-là, c'est qu'on va constater qu'elles sont évolutives. Évolutives, c'est-à-dire que plus je les déprogramme, plus elles me montrent des potentiels évolutifs qui sont en moi que je n'ai pas encore intégrés dans ma propre vie. Donc, ces transformations vont me montrer le chemin pour m'amener une transformation. Et cette transformation, de quelle façon que je vais pouvoir justement l'incarner? Mais c'est en apprenant justement à apprivoiser ces nouvelles énergies qui vont me montrer un nouveau comportement que j'ai développé et que je vais apprendre progressivement à incarner dans ma vie. Ça ne se fait peut-être pas du jour au lendemain, mais ça va se faire progressivement. Et si j'arrive à le faire, à développer ça progressivement, ben, il se peut qu'un jour, je me lève le matin puis je me sente complètement transformé. Pourquoi? Mais parce que j'aurais appris à accueillir la transformation, accueillir le nouveau comportement que j'ai reconnu que mon corps souhaitait développer avec moi-même et que je vais incarner et je vais me comporter comme tel dans ma vie de tous les jours. Et c'est là, évidemment, qu'on va assister à ce qu'on appelle la transformation reconnue, c'est-à-dire que les gens vont me voir et vont dire, mon Dieu, tu as changé, tu ne te comportes pas comme avant. Ils vont le voir objectivement, ils vont voir concrètement qu'on n'est plus la même personne. Pour moi, ça, c'est un phénomène fort intéressant dans la pratique. Puis quand j'ai fait des pratiques avec des gens pendant de nombreuses années, fait des suivis pendant de nombreuses années, puis une des choses
que j'ai constaté, c'est ça, c'est que quand une personne effectue des transformations, bien évidemment, les énergies avec lesquelles elle est en conflit, ben, il y a une transmutation qui se fait, qui font qu'il y a une réorganisation énergétique qui va prendre forme. Et lorsque cette réorganisation a pris forme, ben, de nouveau, il va y avoir des énergies qui vont émerger, qui sont peut-être pas qui sont peut-être conflictuelles, qui sont peut-être pas pleinement harmonieuses non plus, et la vie continue. C'est-à-dire qu'il y a un processus sans fin d'évolution, de progression, de cheminement, où on pourrait parler qu'un genre de chaos apparent. Le chaos, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un ensemble d'informations qui sont en moi, qui ne sont pas nécessairement collaboratrices puis harmonieuses. Puis moi, tout au long de ma vie, mais j'essaye justement de trouver une façon de faire en sorte que toutes ces énergies-là puissent collaborer ensemble le mieux possible pour que j'arrive à une forme de cohérence. Et cette cohérence-là, mais c'est ça qui va me permettre à reconnaître effectivement une forme de position d'alignement. Hein. C'est-à-dire que je vais être cohérent avec moi-même, je vais être dans une position de transparence avec l'être que je suis. Quand je rencontre des gens, les gens vont ressentir cette cohérence que j'ai avec moi-même et ils vont quelque part se sentir bien avec moi parce qu'ils vont constater que je suis pas, il n'y a pas d'enjeu de mystère autour de moi. Il y a une forme d'authenticité, de vérité qui est là, qui respire ma personne. Et de cette façon-là, ben, c'est là qu'on peut arriver justement à comme développer des relations plus heureuses, plus harmonieuses aussi avec mon entourage. Est-ce qu'il y a des questions concernant tout ce que je viens de vous raconter à ce sujet-là? Ça, c'était un élément bien important. Donc, cette notion de déprogrammation, pour moi, c'est que plutôt que de juger l'autre, je prends le temps de le comprendre. Alors, dans le monde subtil, c'est fondamental. Dans le monde humain, j'en conçois que c'est un peu l'objectif ultime. Quand on pense à la communication non violente, par exemple, qui est c'est un monsieur qui s'appelle bon, son nom ne vient pas à l'instant, mais la communication non violente, c'est Rosenberg qui avait développé cette méthode-là. Et c'est une méthode pour essayer de mieux communiquer avec les autres. Alors évidemment, quand on reconnaît ça, c'est qu'est-ce qui mettait en évidence, lui, Rosenberg, de façon très caricaturale, que je vais le dire, c'est qu'il reconnaissait que j'ai des besoins en moi et que l'idée, c'est de partager mes besoins avec une autre personne. De dire, regarde, moi, plutôt que de dire je suis en colère, je vais plutôt te faire part que j'ai un besoin. Ce besoin-là, je vais le partager avec toi, puis on va voir ensemble de quelle façon que le besoin que j'ai, tu pourrais y répondre. Tu vois, moi, je peux répondre à certains besoins, mais toi aussi, tu peux peut-être répondre à ce besoin-là. Puis c'est ça qui fait qu'on a un partage commun qui va faire que la relation va devenir plus heureuse, plus saine, plus harmonieuse. Alors, on comprend évidemment que dans le monde relationnel humain, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans ce monde humain-là. On est dans un monde de matière et l'être humain qui est devant moi, ben, il est ce qu'il est. Hein. Il peut avoir des limites, il peut avoir envie de changer, il peut ne pas avoir envie de changer. Mais bien sûr que si on prend le temps, par contre, de reconnaître dans notre monde intérieur comment ça fonctionne, on comprend évidemment que dans le monde intérieur, on peut faire bouger les choses beaucoup plus, bien différemment parce qu'on n'est pas confronté à cette matière. On n'est pas confronté justement à cette complexité humaine aussi, de l'être humain qui est devant moi, qui n'est pas simplement qu'une mémoire, c'est comme une complexité, cet être humain-là, et des enjeux chez cet être humain-là qui ne sont peut-être pas bien compris par nous. Donc, c'est là, évidemment, que cette idée de favoriser une communication vers un être humain n'est pas si facile que ça à mettre en place. Mais dans le monde subtil, on reconnaît un peu les mêmes prémices, je dirais, les mêmes tendances de façon de communiquer qu'on retrouve dans la communication non violente de Marshall Rosenberg. Effectivement, je te remercie, Val. Pouvons-nous procéder de cette façon pour les messagers dans nos rêves aussi? Bien sûr que oui. Les rêves, finalement, sont en fait, c'est un discours, quand on y réfléchit, en fin de compte, la pratique intuitive, c'est une façon de voyager et que pour voyager, la meilleure façon de voyager, c'est d'utiliser le véhicule imaginaire, le support imaginaire. Le imaginaire, finalement, c'est une façon de reconnaître que ma conscience peut se déplacer grâce au support imaginaire pour voyager. Alors, si j'ai fait un rêve cette nuit et que j'ai des souvenirs de ce rêve-là et que j'aimerais interpréter le rêve ou y revenir pour faire un travail dessus, ben, je peux très bien le faire. Hein, je peux prendre simplement les éléments dont je me souviens, ça me ferme les yeux, m'ancrer, puis ensuite, finalement, reconnaître que je peux aller visiter le rêve en question. C'est-à-dire que ma conscience peut simplement reconnaître, prendre le souvenir du rêve pour pouvoir justement l'utiliser pour pénétrer dans l'univers du rêve, l'univers onirique du rêve, et de commencer donc effectivement à procéder dans cet univers-là pour échanger avec lui et reconnaître que le rêve en question a donc un message à me transmettre. Et dans ce sens-là, ça nous ramène à une pratique classique. À partir du moment qu'on a pénétré dans le rêve, on tombe dans une pratique classique, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on est dans un univers qui peut être onirique, qui peut être plus réaliste, qu'importe, mais un univers dans lequel on va voir des informations qui vont se manifester à nous sous forme d'images, de sensations ou de mots.
Et mon objectif premier, ça va être quoi? Ça va être de prendre le temps de décrire ce que je vois, entends et ressens, objectivement, sans interpréter, et ensuite de m'adresser aux perceptions qui sont là, en leur demandant quel est leur message, sans chercher justement, encore une fois, à interpréter d'une façon trop importante. On va prendre le temps vraiment d'être à l'écoute de ce qui est là, et c'est comme ça, ensuite, on va pouvoir interagir avec la déprogrammation et les soins, puisque ce sont deux étapes, finalement, qui vont nous permettre d'interagir. Donc là, on influence le processus, mais dans un objectif, justement, de créer comme une plus grande cohérence, plus grande compréhension de ce qui se passe. Et c'est pour cette raison-là que c'est comme ça qu'on va procéder par rapport à ça. Après la déprogrammation, il y a les soins énergétiques qui sont un autre élément intéressant, parce que les soins énergétiques, on va souvent penser à l'idée qu'un soin énergétique, c'est pour la santé. Hein, on va aller voir un magnétiseur, on va aller voir quelqu'un qui fait du Reiki, on va aller voir divers intervenants comme ça, avec l'idée quelque part que ça va améliorer des symptômes de santé qu'on peut avoir. Maintenant, quand on pense justement à l'idée qu'un être psychiquement équilibré est un être qui a donc une cohérence dans son énergie, mais la cohérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fluidité. Cette fluidité, finalement, fait que l'énergie circule d'une façon fluide dans son corps, des pieds jusqu'au sommet de la tête, du sommet de la tête jusqu'à ses pieds. Il y a une relation psyché-corps, pourrait-on dire, qui est harmonieuse. Et tout ça, finalement, va se manifester, va être évalué par le soin énergétique ou par l'ancrage si on le fait sur soi-même, ou si on le fait sur un partenaire, ça serait par le transfert d'énergie, par un soin énergétique qu'on pourrait observer le degré de cohérence. Quand l'énergie est fluide et harmonieuse, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de déséquilibre. Et au niveau perceptif, on va constater que les messages psychiques qui animent la personne sont des messages plutôt évolutifs, plutôt positifs, plutôt équilibrés. Hein, si on entend, par exemple, je ne sais pas moi, une voix de « je te déteste » et que cette voix-là, quelque part, reflète une dimension de la personne, mais on comprend évidemment que cette énergie qui dit je déteste », ben, c'est une énergie qui est en conflit. Alors maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi tu dis ça. Et vous voyez, c'est ça qui va nous amener justement à dépasser le constat. Le constat, c'est de dire, j'entends une voix qui dit que cette personne se déteste, c'est sympathique, mais ce qui est plus important, c'est de comprendre pourquoi elle se déteste et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle ne se déteste plus. C'est là que ça nous ramène à lecture intuitive, déprogrammation et soins qui va faire qu'on va pouvoir justement se ramener l'énergie à un autre niveau, un niveau dans lequel l'aspect conflictuel ne sera pas mis en évidence, mais plutôt l'aspect solution, puisque la solution va ressortir du fait que l'on prenne le temps de faire lecture intuitive, déprogrammation et soins. Ça va permettre justement de rétablir une forme d'harmonie chez notre partenaire, et cette harmonie va être reflétée à la fin du soin, par exemple. Si on regarde comment la personne était au début du soin et qu'on regarde comment elle est après le soin, normalement, on va constater qu'il y a une amélioration de ce qui se dégage de notre partenaire. Par exemple, si on le fait sur quelqu'un d'autre. Et cette amélioration va refléter évidemment qu'au début du soin, la personne pouvait paraître confuse, déprimée, et à la fin du soin, on la voit confiante et désireuse de s'affirmer dans certains milieux de sa vie. Donc, on comprend que le simple fait de faire un soin rétablit un équilibre psychique qui permet à la personne d'avoir une plus grande cohérence envers ce qu'elle est et ce qu'elle veut manifester dans sa vie. C'est là, encore une fois, la notion de transformation. Qu'est-ce qui va faire qu'elle ne le fera pas? C'est, encore une fois, le manque d'intégration de ça. Hein, je peux aller voir quelqu'un qui me fait du bien pendant un soin et une heure plus tard, ben, le soin est retombé. Donc, on comprend évidemment que pour parvenir à être capable d'intégrer un changement, ben, ça va demander quelquefois du temps et un encadrement pour être capable de pouvoir soutenir le changement. C'est pour ça, évidemment, que ça ne se fait pas toujours en une journée, tout ça. Il y a Yvan qui me pose une question. Comment faire pour ne pas douter des informations qu'on peut capter ou comment faire pour que les messages soient clairs et que ce n'est pas mon mental, mais la conscience qui se manifeste? Donc, déjà en partant, euh, je ne sais pas où est-ce que tu en es au niveau de ton développement, mais je vais te donner deux niveaux de réponse. La première, c'est pour les débutants. Quelqu'un qui commence à voyager, à utiliser son imaginaire pour voyager à l'intérieur de lui-même ou voyager à l'intérieur de soi, la première chose que moi je conseille, c'est d'avoir un journal intime, un journal qui nous indique à quelque part notre évolution à travers notre expérience intuitive que l'on fait et qui nous permet donc de pouvoir justement relater nos expériences. C'est très important parce que cette idée de relater nos expériences nous permet de développer une confiance envers ce qu'on perçoit. C'est-à-dire qu'à travers le temps, par exemple, si on fait ça pendant 6 mois de temps, ben, si on regarde pendant 6 mois de temps les observations qu'on a pu faire, ça peut effectivement enrichir notre compréhension puis développer une confiance plus grande. C'est possible que ça fasse ça si on a
procéder. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est que si tu n'as pas, bon, je ne sais pas si euh, il y a une question de méthodologie, en fin de compte. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai développé une approche qui s'appelle la pleine conscience intuitive. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus. J'enseigne également. Donc, il y a donc un protocole puis une méthode de faire pour être capable de développer une confiance. Les clés sont celles que j'ai nommées quand même. Hein. C'est-à-dire que quand on observe quelque chose, on doit être dans une position de témoin, de verticalité. On est dans une position de témoin, on observe quelque chose et on prend le temps de décrire, questionner, déprogrammer, soigner. C'est les quatre fondements de l'approche que j'ai développée. Donc, quand on a bien compris ça, ben, à quelque part, c'est comme ça qu'on va arriver à pouvoir justement créer une compréhension et une connaissance plus large de tout le champ de l'exploration intuitive qu'on va faire. Ensuite, l'autre élément qui est important, c'est que, bien évidemment, on doit pratiquer, puis on doit bien appliquer ces quatre principes-là. Et il y a aussi, à partir de... Pourquoi j'ai écrit ce livre avec Découverte spirituelle évolutive, c'est que une des choses que j'ai observées dans la pratique intuitive, c'est que maintenant, lorsque les gens ont des bases, les bases que je viens de nommer finalement, souvent ils vont tourner en rond. Ils vont tourner en rond, pourquoi? Parce qu'il y a un manque de leur compréhension de l'énergétique, du psycho-émotionnel, etc., n'est pas assez importante. Donc, ils vont un problème de langage, en fin de compte. C'est un peu comme quelqu'un qui veut parler une langue et qui connaît trois mots. Alors, si je connais trois mots, je vais être capable de dire les trois mots, je vais être capable de développer une certaine aisance à exprimer ces trois mots-là, mais à un moment donné, je vais me sentir limité. Je vais me sentir limité parce que j'ai un manque de vocabulaire pour aller plus loin. Donc, quand j'écris le livre Découverte spirituelle évolutive, c'est un peu comme une grille de lecture que j'écris ça. Alors, la grille de lecture, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une façon d'enrichir notre langage. Mon langage, à quelque part, si je connais que quelques phrases ou quelques concepts pour me communiquer avec quelqu'un d'autre et que j'arrive avec une grille de lecture qui me permet de développer donc une aisance de langage, de communication, je vais me sentir de plus en plus à l'aise à le faire. Et si je me sens de plus en plus à l'aise à le faire, ben, je vais parler d'une façon de plus en plus fluide de la langue. Pour moi, l'intuition est une langue. Et cette langue-là, évidemment, pour être capable de la parler, ben, il faut d'abord et avant tout, donc, il faut déjà une base théorique, une base pratique aussi, celle que j'ai nommée de façon assez sommaire, mais cette base-là est essentielle. La deuxième chose, c'est être capable de voyager dans le monde subtil pour comprendre que certaines dimensions, il y a la dimension énergétique qui touche l'aspect santé physique et énergétique. Il y a l'aspect mémoire qui touche donc le concept que dans mon énergie, il y a des mémoires de mon histoire personnelle, des mémoires de mon histoire familiale et des mémoires d'autres vies. Grosso modo, c'est un peu ça. Et ensuite, évidemment, le secteur plus spirituel qui va nous mettre en contact avec l'âme, les guides et toute forme d'entités qui ne font pas partie justement de la dimension humaine. Donc, on comprend évidemment que quand on s'enrichit aussi d'une grille de lecture comme celle-là qui englobe tout ce que j'ai nommé, parce que cette ouverture, cette spirale évolutive-là a été vraiment faite pour créer comme un genre de compréhension très globale de l'être humain, bien, ça permet justement donc d'être capable d'avoir une vision plus riche en fin de compte, de ce qu'on observe. C'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Donc, le journalisme va nous servir à développer une confiance envers nos perceptions. Alors, si on n'a pas de confiance, on n'arrive pas à développer de confiance, ça veut dire qu'on a un problème de méthodologie. Parce que si on n'est pas capable de parvenir à développer une confiance dans nos perceptions, c'est parce qu'on n'a pas d'informations intuitives qui nous sécurisent. Donc, on doit être souvent encadré à ce moment-là pour être capable d'aller chercher ces informations-là. L'autre élément aussi, c'est que quand on dit comment on peut être sûr que c'est pas mon mental, ça c'est le piège de beaucoup de gens, hein, de tomber dans cette espèce de cercle de questionnement existentiel qui fait qu'on tourne en rond éternellement. L'intuition, si moi je me demandais si c'est mon mental ou si c'est pas mon mental, j'arrêterais de faire la pratique intuitive. Parce que à un moment donné, il faut comprendre que mon mental collabore avec mon intuition. Et c'est souvent l'erreur que l'on fait, c'est de croire qu'on doit couper les deux. On doit différencier les deux. C'est pas vrai. On doit au contraire enrichir notre intuition des deux. C'est-à-dire que l'intuition, quelque part, est un mode de perception et notre mental va être un mode de connaissance qui va enrichir notre perception intuitive. Et ça, c'est quelque chose qu'évidemment, beaucoup de gens disent, oh non, c'est pas vrai. Moi, il y a des gens quelque part qui n'ont aucune connaissance, puis qui ont commencé comme ça, puis ils sont arrivés à parvenir à plein de choses. C'est vrai, c'est vrai. C'est une minorité de gens, je dirais, par rapport à moi, ce qui fait quand même plus de 30 ans que j'enseigne, et j'ai constaté que le manque de vocabulaire fait que l'intuition est souvent peu développée. Et c'est pour cette raison-là que développer un vocabulaire, développer une compréhension de ce qu'on observe, de ce qu'on perçoit, c'est un peu comme dans la médecine.
Si on est un médecin et qu'on développe un certain regard de la médecine très classique, très orienté comme ceci, ben, on va être capable de voyager à l'intérieur de ces deux mains-là. On n'ira pas plus loin. Si on développe des compétences plus importantes, c'est-à-dire qu'on va chercher des spécialités ou qu'on élargit notre champ d'investigation, ben, notre champ d'investigation va devenir plus large. Alors, l'intuition, c'est exactement la même chose. Moi, tout au long de ma vie, j'ai cherché justement à ne pas rester dans une espèce de mode figé. Justement, j'ai toujours cherché à aller plus loin. J'ai toujours été très curieux, très intéressé à toucher plein de choses. Donc, c'est ça qui, je pense, favorise beaucoup l'intuition. Et c'est pour ça que le livre Découverte spirituelle évolutive a été écrit, un jeu de cartes également qui a été fait pour aider justement les gens à développer le langage intuitif et l'augmenter. Mais dans ce sens-là, évidemment, ce que je te dirais, c'est donc de développer des bases. Moi, je te conseillerais d'aller chercher une base. Peut-être que tu l'as déjà. À partir du moment que tu as cette base-là, de voir jusqu'où tu peux aller avec, donc en développant dans ton journal intime une aisance. L'important dans ta pratique, c'est de changer de façon de faire. Ça, c'est un élément important. On tombe souvent dans une idée que la pratique intuitive doit se faire d'une certaine façon. Si on fait toujours la même façon, on va développer ce concept des pantoufles. Les pantoufles, c'est que je suis confortable dans mes pantoufles, mais comme je suis confortable dans mes pantoufles, je fais toujours un peu la même chose et j'arrive toujours au même résultat. Moi, quand j'ai commencé, je me rappelle, j'avais une grande facilité au départ. Puis à un moment donné, bien évidemment, j'ai touché ma zone pantoufle et dans laquelle j'avais une certaine aisance, mais une aisance qui était naturelle, que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Et je fonctionnais au radar en acceptant l'idée que ben, j'ai une certaine facilité et voici comment ça fonctionne. Puis j'y vais. Puis c'était toujours un peu la même chose finalement. Jusqu'au jour où je me suis dit, ça ne convient pas, j'ai l'impression de finalement ne pas être dans un développement intuitif riche. J'ai l'impression, à quelque part, d'être un peu comme tourner en rond. Et ce qui m'a amené donc à commencer à vouloir comprendre davantage comment l'intuition fonctionnait et de chercher justement à élargir mon champ de connaissances pour enrichir ma pratique intuitive. Et une des choses qui m'avait aussi touché, je me rappelle à une certaine époque, quelqu'un m'avait parlé qu'elle a des problèmes de santé, que je n'avais pas vu ses problèmes de santé. Et elle se questionnait parce qu'elle a été très juste dans tout le reste. Et c'est là que moi, je lui ai dit, ben oui, mais moi, je ne connais pas la santé. Mais ça a été un défi. Je me suis dit, ah, ben tiens, c'est vrai que ce serait intéressant pour moi de développer une perception de la santé. Donc, ça m'a amené à prendre des cours d'anatomie, de physiologie, de pathologie pour être capable de mieux comprendre ce qui animait le corps humain. Et si on regarde objectivement, le corps humain est composé d'organes qu'on a tous. Donc, à partir du moment qu'on comprend cette organisation physiologique qui existe dans mon corps, ben, inévitablement, mon intuition, mon regard, mon véhicule imaginaire va s'enrichir de cette réalité-là avec laquelle il va être en relation. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des parcours de voyage dans mon foie, dans mon estomac, dans les cellules de mon foie, etc. Vous comprenez? C'est là qu'on commence à comprendre quelque part que plus on enrichit le langage et plus on peut lui donner une aisance de plus en plus importante. Et dans ce sens-là, évidemment, la pratique régulière, une pratique régulière ne veut pas dire une fois tous les jours, ça peut être une fois par semaine, par exemple. L'important, c'est de garder l'outil vivant et de chercher à s'accompagner aussi. Et s'accompagner signifie également de questionner lorsqu'on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas au niveau de nos intuitions, il y a des intuitions qui sont pas justes, qui sont venues à nous, ben, on peut confronter aussi. C'est des choses comme ça qui peuvent être utiles de faire. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre pour la réponse pour Yvan. J'espère que ça t'a aidé. Euh, donc, l'idée maintenant que j'avais envie d'amener, évidemment, c'était faire, quand on arrive à la transformation, quels sont les éléments clés qui vont faire que moi, en tant qu'être humain, je vais incarner ma transformation. La première chose, c'est, je pense que l'alignement signifie j'assume qui je suis. Donc, la question fondamentale qu'on peut déjà se poser, est-ce que j'assume qui je suis? Alors, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour assumer qui je suis? Quelles sont les actions que je peux poser? Qu'est-ce que je peux me donner, m'apporter pour assumer mieux qui je suis? Parce que si j'assume qui je suis, je vais donc rayonner. Rayonner, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire quelque part que je vais prendre ma place et je vais accepter de rayonner dans la société dans laquelle je suis. Je vais accepter de rayonner dans les milieux dans lesquels je me retrouve. J'entends déjà des gens me dire, oui, mais les gens vont être jaloux, les gens vont pas m'aimer, on va me refuser, on va me rejeter. Et je pense que c'est important de comprendre ici que cette idée de rayonner, c'est pas déterminé par les autres, c'est déterminé par moi. Si je rayonne, puis les autres sont contents, sont pas contents, c'est pas moi qui est concerné par ça, c'est eux.
moi, je suis concerné par le fait que je rayonne. Ça, c'est un élément important aussi. D'assumer, c'est rayonner pour soi-même, pas pour rayonner pour les autres et tenir compte de ce que les autres, comment les autres réagissent à ça. Ça, c'est un élément important. Collaborer avec la lumière, ça veut dire quoi? Mais évidemment, c'est que si moi je rayonne, je ne vais pas me retrouver avec des gens qui vont m'assombrir, des gens qui vont m'amener dans leur pénombre, qui vont m'amener dans leur souffrance, leur douleur. Je vais au contraire chercher à me relier à des gens qui vont collaborer avec moi pour me rendre de plus en plus rayonnant. Ce qui ne veut pas dire que je vais rejeter ou refuser les gens qui ne sont pas lumineux comme moi, mais ça veut dire quelque part que je vais reconnaître ma lumière. Ma lumière, je ne vais pas accepter qu'on vienne l'assombrir parce que quelqu'un, finalement, n'est pas aussi bien que moi. Je vais protéger ma lumière. Puis je vais faire en sorte que ma lumière, bien évidemment, m'amène à augmenter cette lumière-là. Et je vais donc peut-être tendre la main vers des gens qui ont de la souffrance, mais pas au détriment de ma lumière. Ça, c'est un élément bien important. Et c'est quelque chose d'important, particulièrement dans toutes les croyances spirituelles qu'on a pu entendre fréquemment et qui nous amènent à se dire, ben oui, tu sais, on doit aider notre prochain, etc. Oui, on doit aider notre prochain, mais pas à notre détriment. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire en tant qu'être humain. Puis il y a certains types d'individus qui vont le faire encore plus facilement. Les gens qui sont, par exemple, qui sont beaucoup dans la dévotion, qui sont beaucoup dans le dévouement, vont souvent se perdre dans les autres et ils vont finalement se retrouver à perdre leur propre lumière à cause de ça, et c'est un peu dommage. Ensuite, on développe de la puissance pour influencer le monde. Alors, plus je collabore avec des gens de lumière, plus je deviens puissant et plus je développe cette puissance-là et plus je suis en mesure donc de finalement de pouvoir influencer le monde avec plus d'efficacité parce que je suis plus puissant pour pouvoir le faire. J'ai plus de rayonnement, j'ai plus de lumière. Et encore là, c'est quelque chose qu'on pourrait dire, oui, mais c'est pas correct ça d'être plus puissant. Pourquoi être plus puissant? C'est pas puissant dans le sens de dire, ben, plus je suis puissant, plus je peux, par exemple, contrôler le monde ou plus je peux manipuler les gens. C'est pas cet objectif-là. C'est de plutôt chercher justement à créer un monde meilleur. Tu vois, c'est un peu dans ce sens-là qu'on va envisager cette idée d'être plus puissant, c'est de pouvoir se dire, mais de quelle façon je peux apporter au monde quelque chose de plus positif, de plus évolutif, qui va faire que l'être humain va pouvoir évoluer, cheminer, devenir une plus belle version de l'humanité, en fin de compte. Hein. C'est comme ça qu'on pourrait le voir. Puis évidemment, à mesure qu'on devient de plus en plus influenceur dans le monde, ben, on devient de plus en plus capable de s'expansionner dans le monde et de le faire rayonner davantage, cette vision qu'on en a développée. Vous voyez, alors ça, c'est un peu le processus de transformation que tout être humain devrait chercher à développer, c'est-à-dire que tout être humain devrait chercher non pas à avoir du pouvoir sur les autres, mais chercher à rayonner davantage pour permettre à sa lumière de se partager avec d'autres êtres humains lumineux pour que la lumière ben, puisse s'étendre, 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 sans fin, en quelque part, puis qu'elle puisse rayonner dans tout le monde entier. Ainsi, tout le monde se met main dans la main à rayonner tous ensemble, sans être en conflit, ben, on envisage un monde différent que celui qu'on vit actuellement. Et c'est ça un peu l'idée donc de la transformation, c'est quelque chose d'accessible en chacun d'entre nous, de pouvoir envisager une démarche comme celle-là. Alors évidemment, est-ce qu'il y a des questions concernant tout ce que je viens de vous raconter? Il y a, bon, dans l'idée de la conférence, il y avait la spirale évolutive, dont je ne vous ai pas beaucoup parlé. J'ai parlé qu'il y avait donc un livre qui avait été écrit sur la spirale évolutive. C'est une grille de lecture autour des 7 chakras et des 7 familles d'âmes, les 7 grandes blessures émotionnelles, les 8 principales conditions énergétiques qu'on retrouve dans le champ d'énergie. Et on trouve donc 56 principaux états de conscience dans cela. Et il y a donc les circonstances de la vie ont fait que j'ai eu la chance, grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, à développer des espaces d'accompagnement. Et ces espaces d'accompagnement-là sont particulièrement importants concernant la spirale évolutive, puisque la spirale évolutive, finalement, comme si je vous montre celui-là, le livre-là a été écrit, il y a 700 pages. Donc, 700 pages pour un lecteur, bon, c'est pas tout le monde qui a envie de se taper un livre de 700 pages, j'en conviens. Et c'est un livre quand même qui a donc beaucoup d'informations, etc. Et les circonstances de la vie ont fait que je me suis retrouvé donc à constater qu'il était possible d'entraîner une IA avec le savoir de la spirale évolutive et de proposer comme une genre de grille de lecture, un espace d'accompagnement où une personne rentre dans l'espace et elle est accompagnée dans son processus de transformation par tout un encadrement que j'ai créé avec une IA.
Donc, c'est pas l'IA qui a créé ça, c'est moi qui l'ai créé, mais avec la collaboration d'une IA qui a fait que le projet a pu se faire beaucoup plus rapidement que j'aurais pu imaginer. C'est un projet qui a pris une envergure beaucoup plus importante que je l'avais imaginé déjà dès le départ, mais ça a commencé au mois de mars seulement, tout ce projet-là. Donc, ça fait quand même pas si longtemps que ça que tout a été mis en place pour cela. Et l'idée de ça, c'est que je me suis dit de quelle façon que l'IA peut m'accompagner ou accompagner un étudiant dans la démarche intuitive. Alors, la première chose que je me suis dit, bon, pour commencer, il y a donc des quiz. Les quiz, finalement, c'est comme des questionnaires, c'est un peu basique, mais ces questionnaires-là, finalement, qu'est-ce qu'ils servent à nous, en tant que personne, ben, de dire, ben, tiens, je réponds à des questions, puis à la fin, ben, l'IA va être capable de me donner un genre de profil de qui je suis. C'est un profil de personnalité, en fin de compte, qui me permet de me reconnaître parmi les 7 familles d'âmes, parmi les 7 chakras. Donc, ça me permet d'avoir un genre de vision d'ensemble de l'être humain que je suis, avec les forces, les faiblesses, etc. Donc, la première idée, c'était celle-là, c'était d'avoir un genre de profil qui reposait sur ce questionnaire-là. La deuxième idée qui est venue, qui était surprenante et à laquelle je ne m'étais pas préparé au départ, mais que j'ai trouvé très vite fascinante, c'est qu'il était possible d'utiliser, je vais juste prendre mon téléphone que je ne vois pas. OK, voilà. On peut prendre, par exemple, par rapport à notre téléphone, avec notre caméra ici, on peut mettre notre doigt sur la caméra et l'appareil peut prendre une mesure de scan. C'est un peu ce qu'on appelle un scan vibratoire. Alors, le scan vibratoire, c'est pas objectif, c'est pas une mesure comme la cohérence cardiaque, par exemple. Mais l'appareil est capable, par exemple, de ressentir, de percevoir nos pulsations de la circulation sanguine au niveau de notre doigt. Et il est capable, donc, de nous donner une estimation de ce qu'on pourrait appeler notre alignement intérieur en tant qu'être humain. Et donc, il peut y avoir donc une interprétation de ça. Donc, vous avez le quiz qui va donc vous amener à plein de paramètres, plein d'informations sur votre profil de personnalité. Et le scan, ben, lui, finalement, nous permet de voir où est-ce que j'en suis présentement dans mon cheminement par rapport à cet alignement-là, à cette cohérence-là émotionnelle que je peux avoir. Donc, ça, c'est quand même un élément que je trouvais assez intéressant. Et ce qui est intéressant avec le scan, bien évidemment, c'est qu'on peut faire une mesure avant et on peut faire une mesure après. C'est-à-dire que je peux prendre le temps de faire une mesure avant un soin, avant une pratique. Je peux faire une mesure après. Je peux donc comparer s'il y a une évolution. Alors, tout ça est mémorisé dans un journal qui est dans l'espace, qui vous permet de voir comment vous évoluez à travers le temps dans l'objectif que vous vous êtes donné. Donc ça, c'était un autre élément que j'avais envie de partager avec vous. Le troisième élément que j'ai trouvé quand même assez intéressant dans cette aventure-là, c'est qu'on peut développer des fréquences. Des fréquences que, par exemple, dans l'espace régénération qui touche la santé, j'ai développé des fréquences d'organes, des fréquences de produits homéopathiques, de vitamines, de minéraux, des fluides dans le corps. Bon, il y a plein d'éléments comme ça qui ont été identifiés, des plantes, etc. Et évidemment, là-dedans, c'est pas une question c'est pas des fréquences exactes. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plus de reconnaître de quelle façon que ces fréquences-là ont une action sur mon corps. Un peu comme la notion de déprogrammation. Quand je déprogramme, c'est que j'émets une intention vers mon corps pour lui envoyer quelque chose qui va lui être favorable. De la même façon que ces fréquences-là sont utilisées un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que les fréquences ont une action sur mon corps, puis moi, je prends le temps d'observer ce que ça fait dans mon corps. Et l'IA vient poser des questions qui me permet d'identifier quelque part qu'est-ce que ça m'a fait en moi, qu'est-ce que ça a changé en moi que le son qui m'a été émis. Après ça, il me dit, mais qu'est-ce que tu aurais besoin comme son pour te rendre encore plus équilibré? Et là, on touche vraiment à la déprogrammation. Ça nous amène à reconnaître qu'on peut utiliser la banque de sons qui est utilisée dans le site pour pouvoir justement transmettre le son pour favoriser un équilibre et amener de nouveau ensuite des réflexions sur qu'est-ce que ça générait en moi, etc., etc. Donc, vous voyez quelque part que
progressivement, l'espace est devenu un espace dans lequel, évidemment, on peut être passif, c'est-à-dire qu'on peut recevoir un soin, par exemple, je ne sais pas moi, le soin amour, on peut recevoir une fréquence de son amour et être passif et observer simplement, bénéficier simplement de ça, un peu comme si on était en vacances. Mais l'autre option, évidemment, c'est qu'on peut prendre le temps de constater que le son en question va avoir un impact sur notre corps et on peut le conscientiser. Et ensuite, on peut poursuivre notre démarche d'habileté à se soigner en allant cherchant d'autres fréquences de son, et ainsi de suite. Donc, ça permet effectivement d'entreprendre un voyage intérieur pour favoriser donc un mieux-être, une plus grande capacité à se sentir en paix, en harmonie avec soi-même et de favoriser l'émergence de potentiel évolutif, puisqu'à la fin du soin, on arrive souvent à constater qu'on a plus accès à qui on a plus accès à notre potentiel évolutif, ce qu'on souhaite manifester dans notre vie, etc. Donc, c'est ça un petit peu que tout ce voyage-là permet. Un autre élément que j'ai intégré dans l'espace, c'est le transfert d'énergie, la chirurgie, la miniaturisation, qui sont trois grandes techniques d'auto-guérison qui se retrouvent dans l'espace régénération, qui touche la santé. Mais dans l'espace transformation, j'ai aussi émis ces trois techniques-là comme des techniques finalement pour amener donc une transformation dans notre dimension psycho-émotionnelle. C'est-à-dire que je peux par exemple travailler sur mon enfant intérieur, j'effectue un transfert d'énergie sur l'enfant intérieur, faire une chirurgie sur lui, une miniaturisation sur lui, puis amener donc un processus de transformation à se manifester également de la même façon. Donc, vous voyez que j'ai cherché donc à faire en sorte que l'espace puisse s'adresser donc à des gens qui ont moins envie d'explorer l'aspect intuitif, mais ceux qui ont plus envie, ben, peuvent vraiment l'intégrer véritablement dans la pratique, puis donc de constater que dans leur journal intime, il y a donc un espace pour pouvoir finalement constater les changements, puis pouvoir constater qu'il y a une évolution qui se manifeste. Il y a, il y a Yval qui, attends, qui me dit, faut-il une application pour prendre notre fréquence à partir de notre téléphone? Je suis en train de faire l'essai, mais je ne comprends pas comment faire. Ben ça, évidemment, peut-être que tu pourrais me recontacter, je pourrais t'expliquer, mais en fin de compte, c'est assez simple. En fin de compte, ça, c'est le téléphone. Évidemment, certains téléphones vont, habituellement, le doigt, on doit le mettre ici sur la caméra. Dans certains téléphones, la caméra va s'allumer d'ailleurs, donc ça nous indique bien clairement qu'on doit mettre le doigt dessus. Et si ça ne part pas tout seul, ben, ça veut donc dire que c'est peut-être que le signal n'est pas bien capté, donc on doit déplacer notre doigt et être attentif aux informations qui sont présentes. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être fait. Euh, c'est ça un petit peu que je te dirais concernant cela. Mais aussi, s'il faut, je ne sais pas où est-ce que tu es, puis où est-ce que tu te situes dans l'espace, puisqu'évidemment, il y a l'espace, normalement, il y a un espace payant, puis un espace qui est non payant. L'espace qui est non payant te donne accès à un genre de profil découverte, c'est-à-dire un petit profil où tu as fait un quiz assez sommaire, puis c'est gratuit. À ce moment-là, tu fais le quiz, tu as accès à un certain nombre d'informations. Mais si tu veux aller plus loin avec les scans et tout ça, c'est payant. Donc, je ne sais pas où est-ce que tu te situes par rapport à ça, mais tu pourras communiquer avec moi d'une façon hors conférence, puisque ce serait trop compliqué à regarder ça ensemble aujourd'hui euh, pendant la conférence. Donc, ça, c'était grosso modo, nous devons ouvrir le site de l'application sur le cellulaire. Non, non, on peut le faire on peut le faire sur un téléphone, sur l'ordinateur ou sur une tablette. Sur l'ordinateur, on peut carrément mettre notre doigt sur la caméra externe ou interne, j'ai jamais essayé en fait, mais externe, ça fonctionne très très bien. Je l'ai fait fréquemment. Téléphone ou bien sur la tablette. Et en fin de compte, comme je disais tantôt, c'est pas une mesure quelque part médicale ou scientifique, hein, c'est même pas comme la cohérence cardiaque, mais c'est une méthode à quelque part. Moi, je l'ai testé, je l'ai fait tester par d'autres gens, puis je trouve que c'est quand même intéressant. Et l'idée aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on met utilise le doigt de la mesure ici, on peut le faire pendant un soin. C'est-à-dire que pendant un soin, le doigt est déposé sur la caméra et selon les transformations qui vont être mesurées par l'appareil, il va y avoir des sons et des actions thérapeutiques qui vont être différentes. Donc, il va y avoir comme une modulation qui va se faire, qui va nous amener donc à constater que le soin va être adaptatif. Et à la fin, bien évidemment, l'IA va nous donner une évaluation du avant, pendant et du après. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, tant dans l'espace régénération que dans l'espace transformation. On retrouve ces aspects-là, évidemment dans un contexte différent. Quand on parle de régénération, c'est plus la santé, donc on va plus parler d'une façon plus santé. Et quand on parle d'aspect plus transformation, bien là, on va plus parler de l'alignement de l'être, etc. Mais ce sont des choses qui sont intéressantes.
pour ceux qui ont envie d'essayer le scan, en fin de compte, gratuitement, vous pouvez aller dans la communauté. La communauté, c'est un espace on commence, hein, donc la communauté n'est pas encore très active, mais c'est un espace qui est gratuit, que j'ai pas encore beaucoup activé, donc c'est possible qu'il y ait des petits problèmes techniques, je tiens à vous le dire, mais si vous avez envie d'aller explorer le scan, je pense que vous pouvez l'explorer dans cet aspect-là. Et puis même si moi je suis au Québec présentement, j'ai un téléphone français, donc j'ai pas un problème pour moi de communiquer avec quelqu'un en France ou vice-versa. Il n'y a pas de souci à ce sujet-là. Donc c'est quelque chose qui est possible pour ceux qui ont des désirs de communication pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez bien sûr donc le faire. Donc, peut-être pour revenir sur l'idée donc de l'espace, bien évidemment, vous avez plusieurs façons d'aborder, parce qu'en fin de compte, l'intuition de comment ça se développe à travers plusieurs regards. Tantôt, je vous avais parlé du langage, hein. Le langage, finalement, c'est que si on trouve toujours la même façon, ben, quelque part, notre langage est limité à toujours la même chose, puis on n'a pas un vocabulaire qui va être très, très riche. C'est pour cette raison-là que dans l'espace, on retrouve énormément de techniques différentes. On travaille sur les émotions, on travaille sur l'enfant intérieur, on travaille sur les domaines de vie. Les domaines de vie, c'est l'enfant intérieur, le domaine professionnel, le domaine relationnel, la spiritualité, le domaine financier, la santé, etc. Donc, on touche beaucoup de situations. Les archétypes, dans le spiral évolutif, il y a 95 archétypes, 96 archétypes qu'on retrouve dans ça. Donc, on travaille avec les archétypes également. Il y a aussi toute la notion de l'alignement avec l'âme. Donc, on touche beaucoup d'aspects. On travaille avec les mémoires collectives, mémoires psychogénéalogiques, mémoire familiale, mémoire personnelle. Donc, il y a un voyage que l'on fait dans l'application, quelque part, qui touche énormément, énormément de facettes de l'être humain. Puis c'est volontaire, évidemment, parce que toutes ces facettes-là, on pourrait se dire, mon Dieu, je me sens un peu perdu là-dedans, mais on vous accompagne là-dedans, évidemment. On vous explique comment ça va fonctionner, mais surtout, évidemment, ça vous permet de comprendre de quelle façon que vous pouvez vous enrichir votre expérience en abordant effectivement plein de domaines qui vont faire que votre richesse intuitive va se manifester. Donc, la spirale évolutive se vit à travers le projet, à travers l'espace, sans qu'on la nomme de façon trop importante, sans qu'on ait à apprendre la théorie qui est associée à ça, mais à quelque part qu'on explore, comme on expérimente un voyage, en fin de compte. Puis il y a un domaine qui est quand même intéressant aussi, c'est il y a tout un petit volet que j'ai pensé à la communication consciente, dont j'ai parlé tantôt de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Mais il y a un petit espace que j'ai construit que je trouve plutôt sympathique, c'est que quand on a une volonté de communiquer avec quelqu'un et qu'on ait de l'émotion, ben on peut carrément, j'allais dire garrocher, mais je veux dire carrément exprimer d'une façon très rustre, la façon qu'elle vient à nous, cette émotion-là. On peut l'exprimer à l'intelligence artificielle, on lui exprime tout ce qu'on a à lui dire, puis elle va nous proposer une version mature de ce qu'on a exprimé. C'est-à-dire que si on peut dire à quelqu'un qu'on est en colère contre elle parce qu'elle nous a manipulé, puis on est fâché contre elle, puis on voudrait la tuer, par exemple, bien évidemment, l'intelligence artificielle ne va pas juger qu'est-ce qu'on lui a dit, mais elle va nous proposer une communication plus mature, plus ajustée par rapport à cette volonté qu'on a d'échanger. Parce qu'on comprend évidemment que l'être humain, on peut vivre des grandes émotions entre nous, hein, mais l'objectif, c'est quand même d'arriver à communiquer. À un moment donné, on doit communiquer. C'est bien beau être en colère contre quelqu'un, mais si je suis en colère, je ne peux pas communiquer avec la personne. Je peux simplement constater que je suis en colère. Donc, à un moment donné, je dois être capable de décharger cette émotion-là de colère. Donc, l'IA nous permet de le faire parce que dans ce contexte-là, on peut arriver vraiment à dire tout ce qu'on a à dire. Puis après l'avoir déchargé, bien, lui va nous proposer une solution de communication plus sûre, plus mature envers la personne. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Il y a également aussi toute la notion d'engagement intérieur, qui est un petit genre de contrat qu'on établit avec nous-mêmes, qui est proposé dans l'application. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments qui sont assez intéressants. Il y a aussi un autre élément qui s'appelle l'académie, qui est une occasion de travailler de travailler justement à construire notre propre sonorité, notre propre expérience immersive de son et dans lequel on va effectivement faire un travail sur soi. Donc, on arrive avec un thème qu'on a choisi, qui est très personnel à nous. J'aimerais ça travailler sur tel aspect dans ma vie. On peut même en nommer plusieurs. Et donc, l'Académie, elle, va nous proposer justement un voyage immersif sonore dans lequel elle va créer pour nous toute une expérience sonore qui va nous permettre de faire un voyage adapté à nos besoins spécifiques. Donc, ça, c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant.
Donc, vous allez retrouver dans tout ça, évidemment, des sons, les émotions, toutes les émotions que vous pouvez imaginer se retrouvent avec une fréquence. Toutes les ressources qu'on peut avoir en tant qu'être humain se retrouvent sous la forme de son. Donc, tout ça, finalement, nous permet de nous syntoniser avec des facettes de nous-mêmes et de permettre de faire éveiller en nous, à quelque part, de quelle façon que ça nous parle. Tu vois, c'est les messagers. Les émotions sont des messagers. Donc, les sons vont réveiller en nous tout ça et vont nous faire danser intérieurement un peu tout le voyage, en quelque part, qui est fait. Donc, c'est ça un petit peu qui était l'intérêt de cet espace-là. Pourquoi il a été construit, tout comme Régénération aussi. Ces deux espaces qui ont été construits dans l'idée, justement, de permettre à mes étudiants de pouvoir mieux accompagner leur démarche d'auto-guérison, quel que soit le niveau d'auto-guérison qu'ils veulent atteindre, mais qu'elle soit finalement intégrée davantage avec une dimension intuitive. Ceux qui sont plus paresseux, il y a un mode de fonctionnement où on peut simplement être très passif, puis on se laisse aller tout simplement. Mais ceux qui veulent davantage intervenir de façon plus consciente, ben, peuvent aussi l'inclure, l'intégrer dans la pratique. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis particulièrement content d'avoir mis en place parce qu'il y a même quelque chose même assez intéressant et assez riche pour les gens. La prochaine étape va être donc le mois prochain, ça va être sur les biorhythmes, qui va concerner donc toute la notion des rythmes. Les rythmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'astrologie, bien sûr, la numérologie. Il y aura également les cycles de la vie et la chronobiologie qui va être touchée dans ce module de fonctionnement-là. Et il y aura également le lancement du tirage jeu de cartes, qui va être une application qui va être distincte des biorhythmes, mais qui va être disponible aussi. Et le jeu de cartes va être proposé à ce moment-là dans un laps de temps. Je vais faire un lancement concernant le jeu de cartes, mais il y aura donc l'opportunité de faire un tirage à ce moment-là, mais je n'ai pas encore tout arrêté les conditions associées à ça. Mais ça, c'est quelque chose qui va arriver au mois d'août. Et au mois de septembre, il y aura donc un autre espace qui va s'appeler Neurosciences, éveil et intuition, qui va être un peu l'espace qui va terminer le processus, la course dans laquelle j'étais depuis un certain temps, puisque lui, on va aborder vraiment toute la notion des recherches des neurosciences, de l'éveil spirituel et de l'intuition. On va essayer de faire un genre d'ensemble, d'enseignement très riche et dans lequel il y aura des soins également qui seront proposés. Il y aura tout le volet son qui va tourner autour des éléments sacrés, hein, des grands éléments sacrés qu'on retrouve dans les grandes traditions spirituelles et religieuses. Donc, ça va être un petit peu ça qui va être toute l'expérience qui va, après avoir fait ça, ben, j'aurai comme un espace très cohérent, je dirais, dans lequel les gens qui ont envie d'explorer, que ce soit leur santé, l'aspect psycho-émotionnel ou l'aspect spirituel, ben, ils auront vraiment comme des espaces très, très riches. Et l'aspect de l'astrologie, du tirage de cartes, ben, va leur permettre, dans le temps, de se positionner par rapport à leur démarche, à leur évolution, etc. Donc, je pense qu'avec tout ça, ben, il y aura quelque chose de très, très intéressant qui aura été mis en place. Donc, est-ce que vous avez des questions maintenant sur l'ensemble de ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant? Et si vous n'avez pas de questions, habituellement, moi, je fais toujours une petite démonstration qui a pour but d'illustrer un peu le sens de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Euh, donc, dans les prochains jours, vous allez recevoir une invitation pour ceux qui ont envie de poursuivre, qui ont envie d'explorer donc l'espace transformation. Je prendrai le temps de vous la décrire dans un email. Il y aura donc des possibilités de faire pour un mois, une exploration d'un mois, 3 mois et un an. Je pense que c'est ça, avec des modalités différentes. Et il y aura donc aussi une promotion avec un enseignement en ligne pour ceux qui seront intéressés. Donc, ça va être un petit peu ça qui va être la proposition. Et il y aura donc un délai de temps assez court pour quand je fais une grosse promotion, ben, je donne un temps plus court parce qu'il existe un prix actuellement pour les espaces. Il y aura donc un prix promotionnel pour ceux qui ont envie de s'inscrire plus rapidement. Alors, comment accède-t-on à la communauté? La communauté, c'est communauté.spiralevolutive.com, tout simplement. Tout comme l'école en ligne, c'est école.spiralevolutive.com. Ça, c'est les deux. Ça, c'est ça. Et transformation.spiralevolutive.com, ça, c'est l'espace transformation. Et régénération, c'est www.spiralevolutive.com. Donc, mais ça, je vous enverrai dans le mail toutes les informations si vous avez le désir de faire. Comme je dis, tous les sites sont pas mal avancés, sauf que, comme je dis, la communauté, j'ai pas tellement investigué dans cet espace-là parce que j'ai compris que j'étais pas rendu à cette étape-là. Ça va prendre un peu de temps avant que la communauté puisse vivre, qu'il puisse y avoir vraiment des gens
qui sont sur le site d'une façon plus importante, mais vous avez quand même accès gratuitement à un certain nombre de choses qui est quand même assez intéressante. L'idée de la communauté, qu'est-ce que c'est? En fin de compte, c'est trois grands volets. Je pense trois, oui. Le premier, c'est la rencontre. Les gens qui ont envie de rencontrer, que ce soit pour des amis, des relations amoureuses, comme vous voulez. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième, c'est les gens qui ont des produits à vendre. Quand je dis des produits, je veux dire, par exemple, un avocat qui a des services de droit à proposer, mais qui le font dans la conscience. Le boulanger qui fait des pains, mais en conscience. Et bon, vous voyez, il y a toute forme de profession, quelque part, qui ont un objectif de partager quelque chose dans la conscience, ben, vont avoir une place dans la communauté. Et il va y avoir également des professionnels de la santé, quels qu'ils soient, qui auront envie d'être présents, qui auront effectivement un espace pour eux, et les gens qui sont des gens qui sont de l'école de la pleine conscience intuitive, qui auront également une place aussi dans ça. Donc, il y aura quatre espaces euh, qui existent. Puis, évidemment, le concept, c'est que comme chacun devrait avoir un profil associé à leur profil de la spirale évolutive, bien évidemment, l'application va mettre en résonance, en relation avec des gens qui vont correspondre à notre profil. Il va donc avoir des invitations d'échange, de communication. Mais évidemment, actuellement, le projet n'a pas encore pris son envol très fortement parce que moi, j'ai été très pris actuellement par le développement du projet qui va logiquement se terminer entre guillemets, va être une première étape va être terminée en septembre. Il y aura donc une revue également qui va être mise en ligne à partir de soit le mois d'août, soit le mois d'août, soit le mois de septembre. Une revue qui va venir soutenir, supporter les gens qui ont envie donc de découvrir quelque part le concept de l'espace, etc. Qui aura donc plusieurs chapeaux, et vous l'avez compris, l'école en ligne qui touche l'aspect enseignement, communauté qui touche vraiment l'aspect donc de diffusion, de collaboration, d'espace de partage entre nous. Les autres espaces, bien, eux, vont toucher vraiment des aspects plus soit santé, soit psycho-émotionnel, soit davantage spirituel. Et ça va être des espaces dans lesquels il y aura comme donc toujours un volet gratuit. Tous les espaces ont un volet gratuit, un quiz de base avec un profil de base qui vous est offert. Ça, c'est ça. Et puis, évidemment, quand on paye, bien évidemment, là, on a accès à toutes les possibilités des applications. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui auraient d'autres questions avant qu'on termine? S'il y a quelqu'un qui veut que je fasse une démonstration, ça me fait plaisir, c'est comme vous voulez. Il suffit que vous vous présentiez pour que je fasse la petite démonstration, que vous me dites oui, je le veux. Et puis, on se lance dans l'action. Sinon, d'accord. Donc, Claire qui voudrait, c'est ça? Est-ce que tu as un thème, Claire, que tu aimerais que j'aborde ou pas? Claire, est-ce que tu as un thème que tu aimerais que j'aborde ou pas du tout? Non, pas précisément. OK. Donc, je vais simplement me laisser guider. Alors, on va revenir sur la notion de transformation. Donc, je vais garder un point de vue de ta cohérence pour commencer. Puis, on va commencer avec ça. Tu vois, la problématique que je sens, quand je dis problématique, là, c'est un terme que je n'aurais peut-être pas utilisé, c'est un terme un peu trop sérieux, mais cette notion de ma place dans la vie, tu vois, c'est un peu comme ça que je perçois ça. Je sens beaucoup au niveau du bassin et des jambes, une volonté, tu sais, quand on dit marquer le sol. Si moi je marque le sol, ben, je laisse des traces sur le sol, c'est objectif, c'est une empreinte et tout le monde est d'accord pour dire que j'ai laissé une empreinte. Quand moi je doute de ma capacité à marquer le sol, j'ai beau mettre mes deux pieds sur le sol et essayer de le marquer, moi-même, je vais remettre en question l'idée que j'ai marqué le sol. J'ai l'impression quelque part que j'ai pas marqué le sol suffisamment pour que les gens se rendent compte que j'ai fait quelque chose. Donc, je vais manquer de reconnaissance et je vais avoir l'impression, justement, que je ne suis pas prise au sérieux. Parce que j'ai l'impression, quelque part, que j'ai beau faire des pas, faire des choses, les gens ne se rendent pas compte de ce que je fais, ne respectent pas ce que je fais. Je ne sais pas si ça te parle, ce que je viens de te dire. Je prends le micro, c'est plus simple Oui. parce que écrire, c'est long. Oui, oui, ça, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, mais qui a été très longtemps une grande problématique. Mhm. Puis tu vois, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tantôt, j'ai parlé de déprogrammation. Tu vois, comme là, ce qu'on on pourrait arrêter en se disant, mais voilà, ça, c'est le constat. Le constat, c'est que tu as la difficulté à prendre ta place. On va dire ça d'une façon comme ça.
OK? Alors, Oui, maintenant, ça, c'est l'aspect limitatif dont j'ai parlé tantôt. C'est-à-dire que la limitation, c'est cette croyance qui est quelque part figée d'une certaine façon. Et que quand on intervient sur cette croyance figée-là, on lui donne à quelque part un autre élan, un élan plus évolutif, plus expansif. Et là, ça met en évidence à quelque part autre chose. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Et je vais te dire qu'est-ce qui se passe quand je fais ça. Toi, ce que je sens beaucoup de ça, c'est tu sais, la notion de honte. Euh, la honte, c'est que, par exemple, moi, je peux marquer le sol, puis des gens pourraient me regarder et dire, ah, tu marques le sol d'une façon bizarre. C'est pas normal comment tu fais ça, c'est pas comme nous autres. Tu t'es beaucoup moins, c'est beaucoup moins bien que nous autres, ou je ne sais quoi, ou c'est différent, puis comme c'est différent, c'est pas bien. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans de, ça touche la marginalité. Hein, quand on a une façon distincte de faire des choses, mais on les fait pas comme tout le monde, et si on les fait pas comme tout le monde, ben, on est considéré comme étant pas tout le monde. On n'est pas bien vu là-dedans nécessairement, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ça un petit peu que je sens de toi, c'est que il y a cette volonté quelque part de faire les choses à ta façon, pas à ta manière, puis de devenir insensible à ce que les autres peuvent avoir comme regard. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de dire, ah, ben, c'est différent. Ils ont le droit de dire ça. C'est vrai, c'est différent. Mais à partir du moment qu'ils disent c'est différent, mais c'est moche, c'est plus moche, mais là, tu vois, on n'est plus dans la position de partager quelque chose pour partager. On est là pour partager, mais pour aussi diminuer quelqu'un. Et quand on est sensible à cette diminution, c'est-à-dire cette impression que quelqu'un veuille nous réduire à une expression plus moche, ben, et qu'on est sensible à ça, ben, on raisonne avec. Et si on raisonne avec, ben, quelque part, on sent moins de valeur. On sent moins confiant aussi d'oser prendre notre place parce qu'on a l'impression quelque part que la place qu'on voudrait prendre, ben, elle nous est pas, c'est pas acceptable, on ne devrait pas le faire, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ça un petit peu qu'on sent chez toi, c'est que il y a pour moi une désensibilisation. Tu sais, cette fameuse honte dont je parlais tantôt, elle est directement reliée à l'appropriation que les autres ont face à toi de dire c'est bien ou c'est pas bien. Eux, ils ont le droit de dire c'est bien ou c'est pas bien parce que eux, ils ont plus raison que toi. Et tant et son temps que tu leur attribues un pouvoir, ben eux vont se permettre de pouvoir donner cette évaluation-là. À partir du moment que toi, tu te réappropries ton pouvoir et que tu exprimes justement ton droit à être différent, puis à faire les choses comme toi tu l'entends, puis comme toi tu le veux, puis à pas leur donner le droit, quelque part, de se positionner comme étant, entre guillemets, supérieur à toi, par exemple, ben c'est là, je pense que il y a vraiment comme un genre de, moi je sens comme une détente qui se fait de ton bassin vers tes pieds, tu vois. Et cette détente-là, quelque part, ben, elle met en évidence aussi le cri de guerre. Tu sais, quand je dis le cri de guerre, pour moi, c'est lorsque quelqu'un reconnaît justement qu'elle a enduré des choses pendant un long laps de temps. Et que lorsqu'on reconnaît qu'on a enduré des choses et qu'on se rend compte qu'il y a une forme de manipulation dans ce qu'on a enduré, le cri de guerre devient quelque part une expression naturelle qui nous ramène à nous dire, ben, moi, je n'accepterai plus ça, tu vois. Et si je n'accepte plus ça, ben, je vais commencer justement à me relier à des gens qui sont plus, je vais dire ça d'une façon caricaturale, en disant comme ça, qui ont plus de grandeur que ces gens-là. Plus de grandeur, ça veut dire quoi? J'arrête de me tenir avec des gens parce que je les aime ou je les apprécie ou parce que quelque part ils se disent m'aimer et je commence à me reconnaître, me mettre en relation avec des gens qui sont à la hauteur de qui je suis. Il y a une distinction à faire entre les deux et je ne veux pas dans ce sens-là porter de jugement quand je dis ça comme ça, mais je veux faire comprendre quelque part que si tu reconnais qui tu es, tu vas te rendre compte que tu as besoin de te retrouver avec des gens qui sont à la hauteur de qui tu es. Tu ne peux pas continuer à être des gens qui vont te garder dans une position qui n'est pas favorable à ta personne. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça. oui, oui, c'est vraiment l'évolution dans laquelle je suis en cours et il y a eu un déclencheur avec le Covid. Je fais partie des soignants non vaccinés et j'ai été mis au banc de ma famille. Mhm, Et cet événement-là m'a finalement, ça a été extrêmement difficile sur le moment, mais ça a été le déclencheur de me dire, c'est OK, je suis différente, je valide, je suis plus comme ça, je peux pas être comme ça, donc je vais de l'avant et je vais chercher ceux qui me ressemblent. Donc d'accord. c'est, et vraiment, ces 6 dernières années sont cette évolution-là, de vers qui je suis moi et non pas qui je suis pour correspondre à ce que l'on attend de moi. Mhm.
C'est bien. Puis, est-ce que tu as l'impression que peut-être, parce que tu vois, quand je regarde ton énergie, finalement, j'ai quand même l'impression qu'il y a un travail encore à faire, malgré, là, tu me parles de 6 ans, donc on a l'impression que quelque part, ça fait un certain temps, mais un travail d'intégration pour habiter davantage tes jambes, pour davantage habiter aussi ce droit, je vais dire ça comme ceci, tu sais, on peut sortir avec des gens qui nous ressemblent, mais on peut sortir avec des gens qui ne nous ressemblent pas du tout. On peut sortir avec des gens qui nous ressemblent, mais l'important, c'est de se retrouver. Tu vois? Et je Oui, pense que c'est ça un peu le défi pour toi, sans doute, c'est que tu peux te retrouver avec des gens qui te ressemblent, mais tu dois te retrouver. Même si ces gens te ressemblent, tu dois reconnaître qui tu es par rapport à ces gens-là, qui peuvent donc avoir tu peux donc avoir des distinctions par rapport à eux, ce qui ne veut pas dire que tu es en conflit avec eux ou tu es. Hein, c'est pas ça, mais c'est plus que tu reconnais quand même ta véritable identité. Et ça, je pense que c'est ça un peu le défi que tu te trouves à être là actuellement. oui, 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 ça, mais ça me parle vraiment. C'est pour ça que je dis que c'est en cours et c'est concrètement quelque chose qui est en cours. C'est vrai. Bravo. Ben, c'est toi, bravo, c'est toi qui fait qui progresse et qui progresse bien, donc c'est important. Puis tu vois, c'est ça un peu l'idée du changement, mais quelque part, c'est ça, c'est maintenant, l'idée, c'est d'arriver à l'incarnation. L'incarnation, c'est incarner le changement, c'est d'arriver à être capable justement de manifester cette femme que tu es. Cette femme que tu es, c'est la femme que tu vois dans le miroir quand il n'y a personne qui est là, puis que tu vois qui tu es réellement et que tu assumes pleinement ça. Et c'est ça un petit peu qu'on a vu aujourd'hui, c'est cette idée donc d'arriver à être capable d'incarner maintenant l'expression de qui nous sommes et de l'assumer pleinement. Tu vois, c'est ça un peu que je te dirais de poursuivre la belle démarche que tu fais actuellement. Ouais, ouais. Et pour conclure là-dessus, c'est intéressant même ce que tu dis là, parce que pendant des années, je me suis dit, mais qui suis-je? Qui je suis? Je Mhm. ne pouvais pas répondre à cette question-là parce que je cherchais une réponse précise au lieu d'être. Et c'était vraiment une question qui m'a taraudée pendant longtemps dans ma différence, dans mon cercle familial premier, et de ne pas trouver ma place pour revenir à ce que tu disais tout au démarrage, tout au début. Mhm. Donc oui, oui, ça fait sens. Ouais, puis c'est certain que tu vois, l'idée justement de qui suis-je, c'est une réponse, une question intéressante parce que qui suis-je dans un monde dans lequel la société nous demande d'être quelque chose, c'est déjà en soi une épreuve, tu vois, dans le sens que l'être humain que je suis, ben, il peut reconnaître qu'il y a certaines particularités, certaines différences. C'est comme le COVID a mis en évidence beaucoup la différence. Les gens il y avait certains types de gens qui étaient plus conventionnels, d'autres qui étaient plus dans la différence, qui avaient plus une volonté de faire un chemin qui leur était propre. Et c'est certain que à ce moment-là, évidemment, c'était un peu comme tu étais la personne qui ne répondait pas aux standards sociaux. Tu n'étais pas une bonne personne, tu étais une méchante Oui, personne, tu étais une personne irresponsable, tu vois. Donc, c'est là quelque part que on comprend quelque part comment la société fonctionne. La société, elle fonctionne d'une façon autoritaire, en quelque sorte. C'est-à-dire que la majorité a le pouvoir et la minorité, ben, elle doit se soumettre au pouvoir majoritaire, tu vois. Et c'est ça un peu la transformation. C'est quand on est capable de se transformer, c'est qu'on est capable d'être assez fort intérieurement pour être capable de faire face à oui, ce regard, puis être capable de finalement trouver notre place, puis oser exprimer qui nous sommes, bien que la société, à quelque part, elle essaye de nous garder dans une espèce de pression finalement pour être finalement comme elle doit décider qu'on est, tu vois. Et c'est ça un peu le défi. Et c'est ça un peu la démarche spirituelle. Hein. Dans toutes les grandes écoles spirituelles, on parle de l'individualisation qui fait qu'à un moment donné, ben, l'être humain, il choisit son chemin, il prend sa route, il prend sa voie. Puis souvent, ce chemin-là est parsemé de solitude, parce que pour être capable de prendre ce chemin-là, mais il faut effectivement se retrouver avec soi-même. Il faut se regarder dans le miroir et se dire, répondre à la fameuse question qui suis-je? Parce que cette fameuse question ne nous ramène pas à je fais partie d'une collectivité, m'amène plutôt à me dire qui je suis individuellement, donc à une forme de position je suis seul. Et en étant seul, bien évidemment, ça ne veut pas dire que je suis seul pour la vie. Je vais me retrouver avec des gens qui vont me ressembler sans doute, qui vont pouvoir me permettre de m'épanouir, mais dans lesquels je vais reconnaître effectivement que je m'appartiens d'abord avant tout. Tu vois, c'est ça un peu l'idée. oui. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Donc, c'est un petit peu notre petite démonstration qui avait pour objectif de vous présenter un peu le sens de ce qu'on a pu voir aujourd'hui au niveau du thème de la conférence. Est-ce qu'il y a des questions avant que je termine? Parce que moi, j'aurais pas mal terminé. Et donc, c'est enregistré. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement d'ici 72 heures. Je dis 72 heures, mais sans doute bien avant, là, mais j'aime mieux me donner un petit peu plus de jeu. Et dans lesquels vous aurez aussi donc la proposition que je vous fais, évidemment, et la proposition qui vont être actives, puisqu'il y a des propositions qui vont demeurer présentes pendant un certain temps pour ceux qui auront envie d'explorer. Mais comme je dis, il y a des volets gratuits.
dans tous les espaces. Je vais vous envoyer les liens. Je vous dirai quelque part qu'est-ce que vous avez accès comme gratuitement. Donc, si vous avez envie d'explorer ça gratuitement, ben, vous pourrez le faire aussi. Donc, voilà. Donc, je vais vous remercier pour cette conférence. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, je vous envoie le replay dans les prochaines heures. Et s'il y a des questions, des interrogations concernant l'application ou concernant autre chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me fera plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.